Allez, c'est parti. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Oh putain. Non, hé! J'aurais pas dû. Oh, ça commence dès le matin là? Oh. Ah, ça fait 10 secondes qu'on a commencé, bim! Les insultes, les gros mots! Putain, il faut Oh, vraiment oh, pas oh, avoir oh, oh, dit va fa- attention en fait. Ah, il va falloir se calmer là. Hein. Ok. Bon. Au générateur de nombres aléatoires, résultat le 12. Qui a le numéro 12? Bonjour. Le tableau t'attend. Pour le petit résumé du matin. Alors donc du coup, résumé de ce qu'on a fait hier. Bah déjà tu dis bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Enchantée. Bon, elle a un prénom? 12. Mais non. Ils sont mon prénom. Merci. Bon, on recommence. Allez, dis bonjour. Bonjour, donc je me présente, mon prénom. Bonjour mon prénom. Quand même. Petit résumé de ce qu'on a fait La hier. politesse c'est important de savoir-être. Hein? Surtout toi. Je te la- On t'écoute. Bon bah hier du coup on a commencé à appréhender Hyper-V. Mhm. Donc l'Hyper-V bah, c'est un hyperviseur de Microsoft Mhm. qui permet donc de créer des machines virtuelles via un hôte, donc un poste physique, voilà, qui permet donc d'héberger plusieurs machines virtuelles. Ensuite, grâce à cet Hyper-V, on a pu commencer à créer des VM. Donc tout d'abord, on a créé des machines virtuelles de zéro, si je puis dire, juste grâce à l'Hyper-V. Après, donc, on a appris à la cloner. De là, on a eu un potentiel souci, c'est à savoir que il y aura une... Ça pourra rentrer en conflit, du coup, cloner de cette manière, parce qu'il y a des données, du coup, qui pourraient être similaires, des données uniques qui seront, du coup, similaires, ce qui pourra poser un souci plus tard, notamment le SID. SID, c'est peut-être mieux. Comme tu veux. Ok, donc le SID. Voilà, donc du coup, on a appris à créer aussi des modèles grâce à des ISO aussi. Donc l'ISO, c'est une image disque, par exemple Windows, une image disque. Après, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas mal aussi. On a créé- C'est pas mal. on a créé des modèles. C'est pas mal, c'est pas mal. De l'Hyper-V, on peut dire que c'est une méthode, c'est un outil qui nous permet beaucoup de souplesse, parce que du coup, on peut moduler toutes les VM, même après la création, sauf la génération, du coup, si je dis pas de bêtises. Voilà. On a appris aussi à SysPrep. Ah. Voilà, c'était peut-être le plus Ah, important qu'est-ce que d'ailleurs. c'est ce truc-là? Le SysPrep, du coup, c'est pareil, c'est un outil de Microsoft qui permet de préparer une VM à la duplication. Parce que du coup, elle efface et elle réinitialise toutes les informations qui seraient individuelles. Et qui permettra du coup à la nouvelle VM créée par ce modèle, SysPrep, de générer des nouvelles données individuelles qui seront vraiment individuelles et qui ne rentreront pas en conflit les unes avec les autres. Très bien. Voilà. Et il y avait une règle très importante, la plus d'ailleurs. La numéro 1. La numéro 1, ne faites pas d'enfants. Bien. Bravo, c'était super. Merci. C'était super. Vous avez retenu, règle numéro 1, ne faites jamais d'enfants. Ouais. En fait, t'aurais pu ne dire que ça. Oui, oui, c'est vrai. Tu te serais contenté de ça, sinon c'était vraiment le point important d'hier. Est-ce qu'elle a oublié quelque chose dans ce qu'on a vu hier? J'aurais pas fait mieux. J'aurais fait beaucoup même. Non? Personne? Alors, un petit truc. Tu parlais de l'hyperviseur, etc. Est-ce qu'il y a une contrainte matérielle? Oui, le processeur. Voilà. Processeur qui doit être compatible du coup avec la C'est ça. virtualisation. C'est ça. Le petit oubli, sinon c'était très très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Des petits points un peu flous, des choses à réexpliquer? Moi, j'ai Oui. une toute petite question, je ne sais pas si elle est très pertinente. Alors, je l'ai déjà dit, Oui, il n'y a pas de question bête, bête. il n'y a pas de petites questions et, excuse-moi, je rebondis dessus. Si je vous pose la question, est-ce que vous avez des questions?
Ne C'est dites ça, pas, demande ouais, de ouais, poser j'ai une la question. Si je vous demande, c'est que vous avez une question. On va gagner du temps, direct. Alors, pourquoi ne pas faire d'enfant? C'est ça la question. Non. Alors, bah pardon, autant pour moi. Ça, j'ai la réponse déjà, c'est bon. Ah oui, tu sais, c'est bien, voilà, voilà. Ouais, ok. Tu fais partie des sachants alors. Voilà. Toi, tu saches pourquoi. Érudit là-dessus, ça va. Donc, quelle est la question donc, Alors, ma question, c'est sur l'outil du coup Hyper-V, Oui, quand on a donc notre liste de VM qui oui. s'affiche, est-ce qu'il y a un moyen de voir celles qu'on a déjà 6 prep ou non? Non. Ok, Tu peux pas le savoir. voilà, d'accord. C'est que par mémoire. C'est impossible. nous-mêmes, Oui, faut oui, qu'on se oui, fasse un faut mémo faire technique quelque attention, part, une liste ou. Alors, maintenant, ta question, c'est celle qu'on a 6 prep. Oui, tout à fait. Je comprends pas bien ce que ça veut dire, les VM qu'on a 6 prep. Pour toi, c'est quoi? Les Celles VM qu'on du a- coup qui ont été. Celles qu'on a mis en afin de modèle. servir de modèle. Ah, celles qui ont été utilisées pour servir de modèle? Oui, du coup. C'est-à-dire, tu veux dire une VM sur laquelle on a installé Windows à la main, entre guillemets, avec l'ISO, Oui, puis on a lancé 6 prep, voilà, puis on a arrêté la VM, voilà, pour qu'elle puisse servir de modèle. Voilà. et tout à après fait. on a copié le disque et on a mis le Tout modèle, à mais fait. dans un autre dossier. Voilà, c'est ça. Alors, ma Du coup, question est cette la VM-là, suivante. Là, on mais peut par les exemple, passer. là j'ai une machine. Oui. Ah non, je vais regarder plutôt. Les tiennes, tu les as encore? Oui, j'ai toute la liste. Oui. J'ai toute ma liste. Alors attends, je vais prendre l'exemple sur. Ah, je vais aller sur mon prénom. Peut-être te tromper, c'est ça, et de pas. Oui, par exemple, voilà. Si je j'arrive pas à me souvenir Alors. lequel Tu j'ai changes fait de un nom. 6 prep. Non, Oui, alors. voilà, Tu peux le mettre en modèle. C'était Si ma tu sais que ça question va être du ton coup un modèle. peu. Est-ce qu'il y avait une nomenclature sinon Non. pour voilà. Non, non, mais. Alors de toute façon, ça sert à rien de faire ça. Ok. Parce que l'objectif de utiliser une machine virtuelle pour créer un modèle, Oui. c'est pour copier son VHDX dans le dossier modèle. D'accord. Une fois que ça c'est fait, c'est On fini. l'efface. La VM elle sert plus à rien. On peut l'effacer donc. C'était, Ah bah c'est pas on peut, oui, on doit. Il faut. Ok. On doit. d'accord. Ça sert plus à rien parce que une VM 6 prépée comme tu dis Faut plus. n'a d'intérêt que d'être copiée si elle est arrêtée, Oui, tout à fait. si elle est éteinte. Bon alors il faut savoir que les VM éteintes, c'est pas très utile. Oui, voilà. C'est c'était pour compliqué de les utiliser, on peut Mais pas le trop soir travailler venu, avec parce qu'elles ça. sont Je éteintes. savais plus laquelle. Donc là, Du ça veut coup, dire que là, effectivement, je sais plus si j'ai utilisé client Voilà. 02 ou 03 pour faire mon 6 prep. C'est ça. Si c'était ça la question, Voilà. je ne peux pas te le dire, Je- je sais pas. Ok, d'accord, ça marche. sais pas comment on C'était fait pour savoir. Ok. Donc bah il faudra malheureusement soit tu Bon, copies oui, les voilà. deux, soit. Oui, ok. Alors Ça va. maintenant on va rester dans ce cas de figure là. Ouais. Ah, je me souviens plus si c'est client 02 ou client 3 que j'ai 6 prépé. C'est pas grave, tu démarres les deux. Ouais. Il y en a, admettons, une des deux dans lequel tu vas voir 6 prep se lancer. Ça va reposer toutes les questions, tu vas faire Bon, celle-là, du coup. pétard, c'était la 3. Oui, oui, ok. Mais c'est pas grave, tu Mhm. relances 6 prep derrière. Oui, et Il faut du savoir coup, que 6 prep, vous pouvez le lancer autant de fois que vous voulez. Ok. Donc ça pose absolument aucun Oui, problème. ok. Ça te fait juste perdre un petit peu de temps parce que bon, si tu t'étais souvenu que c'était le client 03, tu aurais pu copier le disque dur du client 03. Mais ça pose aucun problème. Ok. Ça peut être aussi une erreur. T'as 6 prépé de la machine et elle s'éteint. Tu la redémarres Ouais. avant d'avoir copié le disque dur. Mhm. Pétard de pétard. Pas grave. Ok. Alors par contre, c'est un truc que j'avais pas dit. Si c'est ce cas de figure là, par exemple, c'était ton client 01 qui te sert de modèle, tu le 6 prep, tu l'éteins, t'oublies de copier le disque et tu le redémarres. 6 prep se relance. Vous avez toutes les questions, machin bidule. Faut jamais interrompre 6 prep. Ok. Je vous donne le cas de figure. Vous démarrez, il y a écrit détection des paramètres, démarrage, vous cliquez sur le carré noir. Votre VM, elle est morte. Ouais, j'ai vu ça. Alors là, interrompre 6 prep quand il est en plein redémarrage, c'est comme si vous interrompez une installation en fait. Oui, donc c'est. Il est en mi-installation, boum, vous coupez l'alimentation, c'est mort. Et Windows il démarre plus. C'est foutu. Et si on fait le bouton arrêter là-haut? Tu peux pas, parce qu'il est en cours de démarrage. Le bouton arrêter, c'est comme si tu faisais démarrer arrêter. Mais pour faire démarrer arrêter, il faut que la session soit ouverte, il faut que tu accèdes au bureau, il faut que tu accèdes à la barre des tâches, au bouton démarrer. Donc le arrêter, il marchera pas non plus. Voilà, la seule solution, si c'est quelque chose qui est en train de démarrer après un 6 prep que tu veux interrompre, c'est le carré noir. C'est arracher l'alimentation. Et là, tu flingues ta machine. Donc, moralité pour répondre à ta question, patience. J'ai démarré, c'est pas grave. Laissez finir 6 prep. Attendez d'arriver sur le bureau. Oui. Et quand vous êtes arrivé sur le bureau, vous relancez 6 prep, vous faites éteindre et là, vous essayez de faire les choses bien parce que vous êtes en train de les faire. Ok, donc la bonne méthodologie, c'est d'effacer la VM une fois qu'on a bien copié son dossier et qu'on a créé le modèle. Alors, j'aurais fait... voilà. Enfin, supprimer, pas effacer. Attends. Tu fais ta VM, Oui. tu l'arrêtes. Oui. Tu copies le VHDX pour faire un modèle. Mhm. Tu recopies ce VHDX pour faire une nouvelle VM. Ok.
Parce qu'il faut bien vérifier que le disque dur du client 01, par exemple, qui te sert de modèle, eh ben, il fonctionne bien. Ok. Parce que si ça se trouve, ton modèle, il est tout pourlave. Ok. Oui, Il est tout déglingué. Ok. Donc quand tu vas faire des nouvelles VM, bah ça va pas fonctionner. C'est des choses qui arrivent parfois. Oui, il faut C'est des choses qui vérifier. arrivent parce que les copier-coller de gros fichiers, des fois, Hmm. il y a des pertes en cours de route, je sais pas. Il y a des 0 et 1 qui sont perdus, donc il faut vraiment attendre. Mon client 01 il sert de modèle, je copie le VHDX dans mon dossier modèle, je le renomme, hein, parce que je suis psychorigide. Puis mon fichier qui sert de modèle, je le recopie pour faire un nouveau client, je démarre mon nouveau client, et si tout se passe bien, là je On peux peut tout déglinguer. supprimer. Là je peux supprimer toutes mes VM, j'en ai plus besoin. Ok, ça marche. Merci. Ça peut pas marcher, c'est pas possible. Eh ben oui, ça n'a pas de jambes, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, d'autres questions. Oui. Ah oui, t'as une question? Ah bon. Oui. Bon, moi je t'écoute. Du coup, hier soir, j'ai pris à distance mon PC, donc j'ai pu faire mon modèle de Windows 11, donc nickel. Très bien, félicitations. Merci. Par contre, j'étais emmerdé parce que j'ai voulu lancer mon propre Hyper-V chez moi, et là j'ai eu plein de bugs. J'ai pas, quand j'ai voulu créer une machine, par exemple un Windows 10, non, attends, on me dit que je l'avais pas, donc là j'ai voulu créer un nouveau Windows 11, et en fait ça m'a fait comme si il en détectait déjà un à la création du disque virtuel. En fait, ça crée le disque virtuel dans le dossier que j'ai défini, et quand après je lance le Windows, et ben il détecte comme si s'il y en avait déjà un, et effectivement à l'installation j'ai remarqué qu'il y avait un fichier windows.hold, donc là c'est un premier bug. Et puis du coup dans la foulée j'ai essayé de faire un sysprep pour faire la race du SID, et puis ça n'a pas marché, ça m'a mis un message d'erreur et ça m'a fait un fichier, j'ai plus en tête exactement, mais un log, ça m'a fait un log. Et du coup j'ai pas réussi, j'ai essayé de déplacer les dossiers, j'ai essayé de créer parce que je sais pas si ce que toi t'as fait dans celui qu'on a là, si t'avais paramétré des choses particulières, mais moi j'ai essayé plein de trucs mais il n'y a rien qui a fait. On l'installe. Ça fait beaucoup de questions dans une seule question là. Je sais pas si c'était clair, mais C'était un peu flou, mais je vais tenter de répéter ce que tu viens de dire avec les bons. Déjà, tu as réussi à te connecter à distance depuis chez toi ici. oui, ça, Bon, bah d'abord, félicitations. Déjà, ça c'est une bonne chose. Après, tu as essayé d'utiliser Sysprep sur ton PC à la maison. C'est bien ça que tu me dis. sur mon Hyper-V, le Hyper-V de mon système. Oui, de mon mais autre. je parle de ton PC à la maison, pas celui qui est ici. Non, celui-là c'était. Donc, tu t'es juste connecté, mais tu rien fait ici. Si, j'ai fait le. Ah oui, le modèle Windows 11, t'as fini. Ouais, j'ai Ah, fini très ça, bien. puis j'ai- Donc après, tu t'es dit, tu le refais chez toi. C'est ça. Deuxième fois, félicitations. C'est bien de refaire les choses à la maison. Donc premièrement, tu as réussi à installer Hyper-V sur ton PC à la maison. C'est ça. Et ça s'est bien passé. Ça, ouais. Tu as ajouté la fonctionnalité, C'est ça. il a dû redémarrer normalement quand tu fais ça. Oui, c'est ça. Il a redémarré, ça veut dire que ton processeur il est compatible, il est activé, normalement il n'y a pas de souci. Tu as réussi à créer une VM chez toi. Bah, bon, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que j'avais essayé d'abord de faire une création rapide. Avec Ah, un- tu as avec essayé un d'utiliser Linux, un en fait, truc que je vous ai pas montré, c'est ça? Ouais. Ouais. Et voilà le problème. Je me demande pourquoi je fais des cours moi. Pourquoi je fais Non, des en trucs fait, pour être honnête, je l'ai fait hier, ça. Avant que tu nous montres, en fait, j'étais curieux, donc Tu l'as fait hier? Hier matin? hier soir. Et hier soir? Ben oui, on a eu le cours Hyper-V toute la journée. Soir, pardon, avant-hier soir. Ah, t'avais déjà regardé avant que je vous montre le cours. D'accord. Bon, alors, c'est pas grave. On va commencer. Et t'avais quand même réussi à créer une VM? Une création rapide, j'avais fait un Ubuntu. En plus, un Linux. C'était inclus dans le. Je vous ai dit, hein, l'utilisateur ment. Toujours. Et quand tu commences à poser des questions, ouais, mais en fait, genre, je l'avais fait avant. Ah oui, mais en fait, c'est un Linux. Ah oui, mais en fait, bon. Alors, revenons à tes questions qui étaient j'ai 2 Windows dans un Windows. C'est ce que tu m'as dit. C'est comme s'il y en avait déjà un. C'est comme si il en détectait déjà un, alors qu'il n'y en avait pas. En fait, le disque virtuel venait de se créer en fait. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y en avait déjà un? Parce qu'il y avait un message me demandant d'effacer les anciennes données. Mais en fait, à quel la moment? création, au début. Non, mais- Pour lancer- Non, au alors, début, non, 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 stop, arrête, arrête. Là, tu es en train de me parler de ce qui t'est arrivé avant-hier, hier soir. Hier soir. Donc alors, avant-hier, Oui. tu as donc utilisé l'assistant pour faire une machine rapidement avec un Ubuntu, C'est ça. c'est tout? Oui, c'est tout. D'accord. Hier soir,
tu as essayé de faire nouvel ordinateur virtuel comme je vous ai appris. Exactement. Quand tu as fait ces nouveaux ordinateurs virtuels, c'était pour un Windows. Oui. Tu as booté sur un ISO de Windows. Oui. Windows 11 Oui. Très bien. Est-ce qu'à ce moment-là, il t'a dit tout de suite, il y a déjà un Windows d'installé? Non, non. Pas Très bien, stop. Donc la première installation s'est bien passée. Oui. Une fois que cette VM elle est installée, tu as redémarré. Normalement, à la fin de l'installation, ça redémarre. Mhm. Une fois Selon qu'on silence sur la BA est VM, très rassurant. et- Comme on a fait nous. Quand tu crées la première machine virtuelle, quand tu bootes sur un ISO, tu t'acceptes la licence, tu choisis la version que tu veux installer, tu choisis le disque dur, et il y a les pourcentages qui avancent. Oui. Il installe et après il redémarre à la fin. Ah oui, 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 ça c'est bon. Ouais. Quand ça a redémarré, est-ce que par hasard, tu aurais appuyé sur n'importe quelle touche pour booter sur le CD? Non, je l'ai pas refait une fois installé. Donc ça a fini une fois. Ça a installé, tu avais ton Windows 11. C'est ça. À quel moment Et donc là, il fonctionnait cette VM. En soi, oui, il faudrait fonctionner, ouais. Très bien. À quel moment ça t'est dit, il y a déjà un Windows alors? Bah, c'était au moment de... Ah, j'arrive pas à me rappeler le moment précis. Mais Ah ouais, mais il faut être précis. En fait, c'est pendant l'installation que ça me l'a fait, mais je me rappelle plus à quel moment. En fait, Voilà. En fait, c'est comme si j'avais déjà un vieux Windows et que je voulais installer. Alors, tu te rends bien compte que ce que tu dis... Non, on va faire différemment. Tu te rends bien compte que ce que tu dis, c'est impossible. Parce que quand on crée un nouvel ordinateur virtuel, vous l'avez fait plein de fois hier, vous l'avez fait au moins 3 fois. Mm. Quand on boot sur un ISO dans une nouvelle VM, il n'y a pas déjà un Windows installé. Bah, c'est Donc ça qui est il n'y a dingue. rien à sauvegarder. Bah, c'est ça qui est dingue, c'est ça que je comprends pas. Et ben, alors, ça s'appelle le rasoir d'Occam. Le principe du rasoir d'Occam, c'est que c'est la solution la plus évidente qui est la bonne solution. Et la solution la plus évidente, c'est que l'ordinateur a redémarré et tu as réappuyé sur une touche pour booter sur l'ISO et tu as réinstallé Windows une deuxième fois et il t'a dit il y a déjà un Windows. Parce qu'il y avait déjà un Windows vu que tu l'as installé déjà une fois. Non, non, c'était pas. Non, alors tu dis pas non, parce que ce que je te dis, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir un dossier Windows.hold s'il n'y a pas déjà un Windows. Donc soit tu mens, soit c'est les lutins. Au choix. Il n'y a que 2 possibilités. S'il y a un point hold, c'est qu'il y a déjà un Windows. Et s'il y a déjà un Windows, c'est que tu as déjà installé un Windows. Sinon, si c'est pas ça, je n'ai aucune explication rationnelle. Ça dépasse mes compétences. Mais je dois t'avouer que appuyer sur la touche espace quand ça boot et que ça dit « Veuillez appuyer sur une touche pour booter », il y a de nombreuses personnes qui le font. À l'insu de leur plein gré. Et qui relancent une installation. Parce que c'est enregistré dans le stream, donc tu pourras pas dire non. Tout à l'heure, tu m'as dit, ça a refait une installation. Pour que ça refasse une installation, quelqu'un doit la lancer. Donc un être humain doit appuyer sur la touche booter sur le CD. Y avait-il un autre être humain à part toi hier devant ton ordinateur? Eh oui, il n'y avait que toi. Sinon, si c'est pas ça, moi ça dépasse mes compétences. Ah, il y a des propositions? C'est que je l'ai fait aussi hier soir. Ouais. Donc j'ai installé mon gestionnaire Hyper-V à la maison, Ouais. sur l'ordi. Ouais. Donc tu as dû télécharger l'ISO sur Microsoft? Ouais. Ouais. Donc moi j'ai eu le même souci et en fait... C'est-à-dire, il te disait il y avait déjà un Windows? En fait, dès le début c'était différent déjà de ce qu'on avait là. D'accord. Et en fait, tu avais 2 choix. Et en fait, moi, la première fois, j'ai cliqué le premier parce que c'était marqué installation. Mais le deuxième, c'est installation vierge, un truc comme ça, en fait. Oui. Et en fait, quand tu prends le premier, il te fait un Windows All. Non mais, attendez. Je veux dire, il Non, fait non, comme stop, si c'était- stop. Oui. Il y a 2 choix. Ouais, Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur les choix? je m'en souviens plus. Allez, stop. Bon, allez, stop. Si, Vous arrêtez tout de suite. si. La lecture. Le deuxième, je m'en souvenais plus, mais ça m'est revenu. Il y avait écrit installer Windows 11 ou essayer de tenter de réparer le PC. Oui, ou ou un tenter truc. de réparer le PC, un truc comme C'est ça. ça qui avait écrit. Et Ouais. le premier, Et le premier, c'était ça installer découle. Windows. Et Et quand vous le- faites installer Windows, ça vous fait un Windows. Ça vous dit il y a déjà un Windows. Et en fait, Ouais. quand on l'installe, moi j'ai regardé après dans PC, il y avait bien la première fois que j'ai fait, il y avait bien Windows All. Je me suis dit non, c'est pas bon du tout. Pourtant j'ai rien installé. Non, 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 il a dit,
ça a détecté qu'il y avait déjà une version de Windows. Non, c'est ce qui s'est passé, c'est ça. Et en Alors, fait, il y a le dossier. Non, je dis pas est-ce qu'il y a le dossier, je dis est-ce que ça vous dit texto, j'ai déjà détecté une version de Windows, voulez-vous, c'est ce que tu m'as dit, voulez-vous la sauvegarder, etc. Non, c'est plutôt installer Windows. On a juste Toi tu m'as dit, ça a détecté qu'il y avait déjà une version de Windows. Avec le choix en fait. Parce que hier on l'a pas eu ça justement. Oui, c'est possible parce que c'est pas les mêmes ISO. Mais c'était marqué tenter de réparer un truc le deuxième, alors que c'est le deuxième quand tu faisais, ça faisait une installation vierge, mais je comprenais pas non plus sur le coup. Qu'est-ce que c'est que ces ISO que vous avez trouvés là? Là, c'est sur Microsoft. C'est le même nom qu'il y a sur celui qu'on a ici. Mais C'était vraiment Microsoft? Oui. .com Microsoft. ou .uk ouais. Parce que j'ai fait C'était Windows 10, Microsoft. j'ai pas eu de soucis. Je l'ai installé nickel. J'ai même fait les modèles et tout. Mais Windows 11. Alors, tu avais téléchargé la système d'installation. ce genre de questions sur la lecture, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les boîtes de dialogue? Ah, je me souviens, il y avait écrit à peu près ça. Tu télécharges un Je vous l'accorde aujourd'hui. d'installation À partir de maintenant, qui te demande si vous faites pas de capture d'écran, vous êtes mort. Ok. Je veux pouvoir lire ce qu'il y a écrit dans la boîte de dialogue. Pardon, c'est juste pour te dire que Sullivan arrive. Ah Voilà. Ah bah, Voilà, j'ai eu c'est peur. comme il a pas pu vous prévenir, voilà. Comment ça, il a pas... Ah oui, non mais c'est vrai que j'ai même pas lancé Discord. Autant pour moi. Et vous? Oh, vous le lancez Discord? Bah La oui, communauté, lancé. le groupe, tous ensemble personne... Bah, vous avez des nouvelles de lui alors? Il arrive là. Ah, il a rien dit. Oui, il a rien dit. Il a rien dit. Donc, tu vois, je t'ai posé plein de questions. Ah, je sais pas, je crois que c'est si, je sais pas trop. Faites des captures d'écran. Vous pouvez pas faire de capture d'écran, c'est pas grave. Avec Discord, tu peux Prenez streamer, des ton photos. écran pendant que tu Parce fais des que trucs. à Ça fait bien chaque la fois que vidéo. vous aurez ce problème-là, je vous dirai T'enregistres. qu'est-ce qu'il y a écrit dans le message d'erreur. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le message. Je crois que... Ah ben moi je crois rien. Je crois que ce que je vois. Non, parce que en fait, je savais que tu allais dire ça et je Ah, m'étais tu l'as dit fait exprès. que peut-être que le prendre à distance, si je laissais chez moi mon PC allumé, que tu pourrais regarder directement s'il y a des moyens de le prendre à distance depuis ton poste. Bah, je sais pas, t'as installé des trucs sur ton PC pour que je puisse le Je vais prendre. te demander. Ah, t'as rien fait? Ouais. Eh ben si t'as rien fait, il se passera rien. Non, t'as pas les autres. Non, mais je vais te demander, je pense que ce que tu voulais que j'installe si tu Qui te demande jeter un œil directement. Ah ouais, jeter un œil. Ah non, 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 je vais pas jeter un œil sur vos machines, hein. Faut vous démerder. Hein. Ah non, 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 autonomie. Hein. Ah non, non, faut que tu bricoles. Hein. Oh mais je vais pas commencer à les dépanner vos machines d'ici à distance. J'ai déjà toutes celles d'ici à dépanner. Ouais, mais c'est pour ça. Ah non, non, non. Ouais, à 17h je suis plus là. Hein. Ouais, t'es Ça c'est Tu fini. Ah non, télécharges l'ISO on va faire ça. et... Donc tu voudrais dire que l'ISO qu'on télécharge sur le site de Microsoft, il te dit qu'il y a déjà un Windows parce qu'il te met un Windows.all dedans? J'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Sauf que, en fait, j'ai encore testé un autre truc qui me fait penser que c'est pas l'ISO, mais que c'est vraiment un problème d'hyper-V. Pour pouvoir revenir en arrière à... Encore le biais de nouveau. Nouvel ordinateur virtuel. Exactement. Ouais. Essayer un Linux. On va regarder. Essayer un Linux, et Sur il a pas réussi à me Sur l'installer. celui-là, là. Et dans les messages d'erreur qui m'affichent, c'était quelque chose. Pareil, j'aurais dû prendre la capture d'écran. Ouais. Mais lié au disque dur, en fait, il m'a mis erreur, tout s'était bien passé. Mis Non, à part alors. une ligne sur le. Je vais te poser une autre question. Est-ce que chez toi, tu as réussi à créer une VM serveur 2022? Je l'ai pas essayé ça. Est-ce que tu as essayé Windows 10? Non plus. Alors, j'ai certainement mal dû m'exprimer. Je vous ai dit que ce qui serait bien, ce serait qu'à la maison, vous refaites ce qu'on a fait ici. Je crois que c'était ça l'idée. Quelle est la VM qu'on a fait en premier hier? Serveur? Windows Server. Quelle est celle qu'on a fait en deuxième? Ouais, bon. Alors, c'est pas mal d'essayer de refaire ce qu'on a fait dans l'ordre. Parce que si je vous fais faire les choses dans un certain ordre, il y a peut-être une raison. La machine virtuelle dont tu auras le plus besoin chez toi, c'est le serveur. On va énormément travailler sur les serveurs. Et le client dont on a le plus besoin, c'est Windows 10, parce que c'est encore celui qui est le plus répandu dans les entreprises. Alors c'est dommage parce que ça m'aurait permis de savoir si c'est vraiment ton hyperviseur qui déconne. Donc ce serait bien que tu fasses ça ce soir. Si tu veux tester proprement, même tu récupères les ISO qu'on a ici, parce qu'il faut savoir, est-ce que c'est un problème d'ISO ou est-ce que c'est un problème d'hyperviseur? Ça m'étonnerait que ce soit un problème d'hyperviseur. Ça m'étonnerait. Normalement, tu peux même pas installer une VM quand tu as un problème d'hyperviseur. Donc non, il n'y a pas de souci de disque dur. Bon, ça peut être de la place, mais ça m'étonnerait que tu n'aies plus d'espace disque. Habituellement, c'est un problème de processeur.
Mais s'il a réussi à faire les VM, tu vois, tu as réussi à finaliser ton Windows 11, même s'il a été installé à l'envers, c'est pas grave. Tu es arrivé jusqu'au bureau, tu es arrivé jusqu'à l'explorateur, donc ça veut dire que tu as une machine virtuelle Windows 11 fonctionnelle. Donc, Hyper-V fonctionne. Point. Pour ton Linux, il y a certainement des paramètres dans la VM qui sont spécifiques à Linux. D'expérience, le multicœur, Linux, il aime pas trop. Télécharger. T'as été ici, là. Peut-être. T'as peut-être mis de la mémoire dynamique. Faut pas de mémoire dynamique sous Linux. Voilà, il y a des contraintes sous Linux. Je vous ai dit, Linux, c'est plutôt des générations 1 qu'il faut faire. T'avais fait une génération 1 ? Oui. Bon, j'ai fait 2 pour Windows 11 et puis une pour mon D'accord. habitude. Salut Dorian. Voilà, donc à mon avis, ton hyperviseur, il fonctionne. Mais je serais curieux d'avoir l'ISO que donc vous avez utilisé tous les deux. Un ISO qui contient un double Windows. Bah, je sais pas si- Qu'est-ce que un c'est peu que cette bizarre. merde? Non mais il faut aller sur les vrais sites internet. Non, mais j'aurais dû Les prendre mecs, une si vous capture êtes allé dans le dark web, hein. Non, non, Oui. J'ai une idée par rapport à ça. Hier, j'ai installé un Windows 11 23H2 sur Oui. un Hyper-V chez moi. Oui. Et en fait, au début de l'installation, il y a une case à cocher qui te dit qu'il efface tout le disque avant d'installer. Oui. C'est peut-être ça. Donc toi, t'as interprété ça comme il y a déjà Alors, une, Effectivement, ce serait intéressant qu'il fasse ça, mais il n'empêche que si tu prends une machine virtuelle vierge, avec un disque dur tout neuf, que tu D'accord. effaces les données dessus ou pas, de toute façon, il n'y a pas de données Je dessus. suis d'accord, mais il y a l'option qui apparaît même sur un nouveau quoi. Bon, c'est plus pratique. Pourquoi pas? Mais, Et alors du coup, j'avais une autre question par Du rapport à ça. Quand j'ai refait ma... Alors, excuse-moi, je voudrais finir sur ce que tu dis. Ok. C'est un ISO que tu as téléchargé sur le site de Microsoft aussi. Oui, Et toi, 23H2. Et toi, tu as Windows.all dedans. Il t'a dit il y a déjà un Windows d'installer. Non, il m'a pas dit qu'il y avait un Windows, Ah. mais au début de l'installation, il y avait une case qui permet à cocher. Ouais, qui permet de tout effacer les données du disque. Voilà, D'accord. c'est ce qu'il disait. Donc voilà. Après, je sais pas. Moi, j'ai pas vu un Windows Hold, ça je sais pas. Mais ton Windows 11 c'est bien installé. Ouais, il s'est bien installé. Sans problème. Tout a marché. C'est juste au niveau de quand j'ai fait SysPrep, j'ai eu un message d'erreur. Ah oui, j'ai vu ça aussi. On en vient. Qui a créé un log. Oui. Et alors du coup, bah, il a pas voulu. Et j'ai essayé de regarder un peu le log. C'est un félin ton log? Je sais pas. Alors je l'ai pas. J'ai une capture d'écran de la boîte de dialogue qui m'a affiché. Mais alors j'ai pas le log. Attends. Tu l'as dans les journaux Tac, tac, d'erreur, tac, hein, tac, dans- tac, tac. Ouais, Merde, gestion d'ordinateur. Ah ouais, je suis allé voir le log de priorité, je suis On est allé combien voir, là? On est 6. Justin? Et t'as téléchargé Oui, le c'est ça 3H2 Ouais. non, c'est pas. Quand ça Hier C'est le non, 07. il y a un petit moment. Ah je bon l'avais déjà. Parce que c'est le 24H2 Non. maintenant. Ouais. Putain, Ah pardon, excuse-moi. Oh là. Ouais, bientôt le Je me suis vendredi. trompé de rang. Hugo. Oui, je suis 8. 8, c'est ça, excuse-moi. J'ai pas encore tout. Alors, donc je repose ma question. Ton log, c'est un félin? Oui, c'est un félin, oui. Je sais pas. Panthère. Ah, il a mis ses messages aussi hier soir pour le faire. Ouais, bah, pareil. Alors, Ouais. je redis ce que j'ai dit, c'est bien de refaire la même chose chez vous que on a fait ici. Les machines virtuelles que vous avez créées ici, est-ce que vous les avez connectées au réseau? Non. Les machines virtuelles que vous avez fait chez vous, est-ce que vous les avez? Je l'ai pas connecté au réseau. Tu l'as pas connecté au réseau et tu as ce message d'erreur là? C'est pareil, j'ai pas pareil. connecté au réseau. Vous avez de la chance. Alors, C'est pas la même version, c'est c'est à cause de composants qui sont préinstallés dans le Windows 11, qui normalement se mettent à jour dès qu'on a Internet. C'est pour ça que je ne voulais pas que vous ayez le réseau ici. Ok. Et donc dans la version que vous avez, il y a des... C'était allé voir le détail du log. J'ai essayé de regarder, mais c'était. En fait, quand tu le lis, ça écrit, il y a des applications en fait qui sont pas installées pour tous les utilisateurs. Et donc SysPrep, quand il nettoie tout, il peut pas nettoyer les applications qui sont pas installées pour tout le monde. Donc en fait, il faut taper des commandes avant. Il y a des commandes PowerShell qui permettent de tout nettoyer ces applis avant de pouvoir faire le SysPrep. Et il y avait un deuxième log setup error, donc là j'ai regardé aussi, et le premier truc c'est BitLocker qui était activé, qui n'allait pas, et j'ai regardé, j'avais pas de BitLocker activé, voilà des trucs comme ça, je me dis oula, bon. Oui, je l'ai vu aussi celui-là, Ouais, mais moi j'ai pas aussi, compris ouais. non plus. Je me dis, je lui passe la limite. Bon, moralité, récupérer l'ISO qu'on a ici. Et par contre si je clique pas sur généraliser et que j'active, là ça marche. Ah oui, mais il faut cliquer sur généraliser. Je m'en doutais, mais du coup je On vais n'a pas le choix. parler et voilà, savoir. Non, on n'a pas le choix, sinon ça régénère pas. Windows Pro que tu C'était un Windows Pro. C'est pour ça que Oui. Comment Du coup, pour vérifier que notre modèle est bon, comment on fait, tu disais? Ouais, Tu refais un nouvel ordinateur virtuel
en copiant le fichier du modèle. Non, non, je l'ai enlevé. Ouais. Ton fichier de modèle, est-ce qu'il est dans ton dossier modèle? Mon disque dur. Là, tu le copies, Ouais. tu le colles dans un nouveau dossier dans Hyper-V, Ok. et tu fais un nouvel ordinateur virtuel qui utilise ce fichier-là qui est dans le dossier Hyper-V. C'est comme ça. Et une fois que c'est fait, Tu démarres la VM. et du coup, si ça repart de zéro, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Si ça te repose toutes les questions, la licence, remettre les mots de passe, etc., c'est que c'est bon. Il faut en fait que les paramètres. Pardon? Alors attends, c'est pas les paramètres. Enfin, si, c'est tout. Quand on a fait la première installation, Ouais. on a tout paramétré. La seule chose que ça retire, c'est les identifiants, les mots de passe. La licence, La licence, ouais. Et La tu licence l'acceptes aussi. et. il faut la réaccepter. Parce que quand pour le Windows 11, on a validé avec la ligne de commande pour la connexion, et après tout se redéroulait. À partir du moment où tu valides ça, tu as tout qui se déroule correctement quoi, sur l'installation. Là, on parlait pas de la même chose. Il n'y a pas de. D'accord. Toi, tu me parles d'une première installation, Non, de d'un quand t'as redémarrage après quand 6 t'as- prep. quand Oui. le redémarrage après 6 prep. Ouais. Je te parlais. Oui, bah, Donc, donc en fait, t'as les mêmes questions. En fait. Tous les c'est ça. paramètres. Tous les Il n'y a paramètres. pas besoin de faire la Il y a pas commande besoin de pour bypass, réinstaller correctement, quoi. l'Internet. Il y a- Mais c'est l'intérêt c'est du modèle. l'intérêt de 6 prep. C'est de ne pas avoir à refaire Ouais, l'installation. d'accord. Tout à fait. Tu gagnes du temps sur le C'est fait de ça. l'installation. Tu gagnes du temps sur l'installation. Tout à fait. Ok. D'autres questions? Très bien. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, on est bien. On est bien, on est bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui qui est prévu? Les bases du réseau. Ah, vaste sujet. Eh, c'est Lucas. Tac, tac, tac. Bon, il est. Ok. Oh, je vois que vous m'avez mis vos adresses IP sur Discord, il va falloir que je m'en occupe. C'est... Ah oui, pardon, j'ai oublié de poser la question. Oui. T'as réussi à te connecter hier, Patrice? Non. Non, ça n'a pas fonctionné? Ah, t'avais mis l'adresse IP Bah oui, mon tu me l'as adresse IP donné. en place. Ah bah non, bah, j'ai pas essayé. Ah, t'as même pas essayé? Non. Ah bon, là, comme ça, au moins, Non, j'ai pas c'est plus simple. Ok. essayé. Alors... Au plus près ce soir. Bah c'est mieux si vous voulez que je... Pour vérifier que j'ai pas fait trop de boulettes, il faut que vous mettiez... faut que vous réessayiez. Alors, je disais donc, le réseau. Les bases du réseau. Tac, tac, tac. Comment ça va se passer? Alors, quand on parle du réseau, bien sûr, on parle du réseau informatique. Hein, c'est ça l'idée. Et quand vous allez parler du réseau informatique, il y a une notion très importante, c'est la notion de couche. Les fameuses couches du réseau. Alors quand on parle d'installer un réseau, créer un réseau informatique, dépanner un réseau informatique, comprendre un réseau informatique, vous devez intégrer un modèle. C'est un modèle en différentes couches. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de la communication. Vous voulez qu'un ordinateur communique avec un autre ordinateur. Quand les données vont passer d'un ordinateur à un autre ordinateur, ils vont passer par plein de couches. Les couches du réseau. Il y a un modèle que vous devez connaître, qui s'appelle le modèle OSI. Donc OSI. Vous en entendrez parler du modèle OSI à chaque fois que vous parlez de réseau. On vous dira, oh, c'est telle couche du modèle OSI. Le modèle OSI, il contient combien de couches? 7. Autant vous dire que dans votre lexique, il sera nécessaire qu'il y ait le mot modèle OSI, une petite définition du modèle OSI, et le nom des 7 couches, et une définition pour chacune des 7 couches. Aujourd'hui, normalement, vous ne comprendrez rien du tout à la définition de chacune des couches. C'est normal, on commence. Mais à la fin de la formation, quand on parlera de la couche 3, vous comprendrez ce que ça veut dire. Quand on parlera de la couche 7, vous comprendrez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, évidemment, c'est tout neuf. C'est pas la peine d'essayer de comprendre. Mais je vous le dis, mettez les 7 couches du modèle OSI dans votre lexique. C'est un grand plaisir du jury. Quand ils font l'entretien technique, dites-moi le modèle OSI, vous pouvez me donner la définition de la couche 5?
Et ils vous attendent au tournant, bien sûr. Ça fait partie des choses que vous devez connaître par cœur. Dans la vraie vie du travail informatique, ça sert pratiquement à rien. Je suis désolé. Mais je vous rappelle qu'on a 2 objectifs. 1, que vous ayez votre titre. 2, que vous ayez un nouveau travail. C'est tout à fait possible aussi lors d'un entretien d'embauche qu'on vous en parle, évidemment. Donc ce modèle OSI, faudra l'intégrer, faudra l'apprendre par cœur. C'est comme ça. D'accord? Chaque couche va apporter quelque chose, etc. Moi, quand je fais du réseau, surtout au début, je n'utilise pas un modèle à 7 couches. C'est un petit peu trop au début. Non. Bah non. Non. Bah non. Et pourtant, il y en a 2 modèles, le modèle OSI et l'autre en Oui. autre couche. Mais j'ai pas dit que j'utilisais le modèle des autres. D'accord. Ah oui, mais est-ce que je peux finir de parler? Je t'en prie. Merci, c'est très gentil de ta part. J'utilise un modèle à 3 couches. Juste 3 couches. Au début. Évidemment, dans le modèle que j'utilise à 3 couches, il y a les couches du modèle OSI qui sont cachées dedans. Hein. Mais on va pas tout de suite détailler les 7 couches du modèle OSI. On va faire le modèle à 3 couches. Alors c'est mon modèle à moi, hein, vous ne le verrez pas sur internet. Mes couches à moi. La couche numéro 1, ça s'appelle la couche physique. Alors, je vous rappelle ce que c'est l'objectif d'un réseau informatique. C'est qu'un ordinateur communique avec un autre ordinateur. Il faut qu'ils communiquent tous les deux. Règle numéro 1, c'est la couche 1. Il faut que les 2 ordinateurs soient physiquement interconnectés. S'il n'y a pas de couche physique, il n'y a pas de communication. Donc votre première couche, c'est la couche physique. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit quand vous devez dépanner, installer, comprendre, lire tout ce que vous voulez sur du réseau informatique, tout est découpé en couches. Bah donc quand vous devez faire n'importe quoi en réseau, la toute première couche qu'il faut faire, c'est la couche physique. Il faut d'abord vous occuper de la couche physique. En tout premier. Si vous devez créer un réseau, il faut d'abord créer la couche physique. Vu qu'évidemment, les couches du dessus dépendent des couches du dessous. Si physiquement, vous n'êtes pas connecté, tout ce qui est au-dessus, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionnera absolument pas. Donc elle est évidemment très importante. Bon, elles sont toutes très importantes, hein, les couches. Mais dans l'ordre, c'est d'abord la couche physique qu'il va falloir appréhender, dépanner, installer, comprendre. Faites ce que vous voulez. C'est les premières questions à se poser, c'est sur la couche physique. D'abord, est-ce que la couche physique est correctement configurée? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il faut qu'on l'achète? Peu importe. C'est d'abord la couche physique. Donc c'est la couche physique en premier. 14, n'importe quoi. On commencera bien sûr le cours par la couche physique. On va la détailler, etc. En long, en large et en travers. La deuxième couche, donc c'est celle qui est au-dessus de la couche physique, ça s'appelle la couche protocole. Protocole, c'est ça. La couche protocole, c'est quoi? C'est le protocole de connexion. Quand votre ordinateur numéro 1 doit communiquer avec l'ordinateur numéro 2, eh bien on va dire qu'il faut qu'ils parlent la même langue. Il faut qu'ils soient capables de se connecter ensemble. Donc le protocole, c'est comme un langage, si vous voulez. C'est ce qui permet aux ordinateurs de communiquer avec la même langue. Alors, j'utilise très souvent l'analogie avec le téléphone. Si vous devez téléphoner avec quelqu'un, il faut que votre téléphone soit connecté à un réseau physique. Sinon, vous ne pouvez pas téléphoner. Même si c'est du sans fil. Hein. Vos téléphones, c'est du GSM, mais il faut une antenne. Si vous ne vous connectez pas, même si c'est des ondes, physiquement à une antenne, vous ne pouvez pas communiquer. De la même façon, votre téléphone, s'il doit connecter un autre téléphone, il faut qu'ils aient le même protocole de communication, de connexion. Bon, alors, pour qu'un téléphone reconnaisse un autre téléphone, on utilise un numéro de téléphone. C'est comme ça qu'on peut s'appeler. C'est comme ça qu'on peut identifier chaque téléphone. En informatique, c'est la même chose. Le protocole qu'on va utiliser, il s'appelle TCP/IP. Vous allez en manger pendant 5 jours, là, du TCP/IP. Donc, je recommence l'explication. Pour que 2 ordinateurs puissent communiquer ensemble, il faut qu'ils soient physiquement interconnectés.
Il faut qu'ils utilisent le même protocole pour communiquer l'un avec l'autre. Ça veut dire que Même langage. dans les réseaux informatiques, bah, aujourd'hui, n'importe quoi qu'utilise un réseau informatique utilise TCP/IP. C'est le protocole le plus répandu. Alors je ne dis pas le seul parce qu'il y en a d'autres. Demain, on inventera peut-être un autre protocole, mais peu importe, il faut bien comprendre que pour que deux ordinateurs communiquent ensemble, il faut qu'ils aient le même protocole. Et il y a une petite subtilité, ce protocole, il faut qu'il soit correctement configuré. On ne fait pas n'importe quoi avec TCP/IP. Parce qu'on pourrait dire c'est la même langue, mais si c'est pas la même grammaire ou si c'est pas le même vocabulaire, ils ne se comprendront pas les ordinateurs. Donc on va passer beaucoup de temps sur la configuration de TCP/IP. Les fameuses adresses IP, etc. On va beaucoup détailler ça. C'est une des principales causes de panne réseau. C'est souvent dans la couche protocole qu'il y a le problème. Vous allez faire une petite indigestion de TCP/IP. Mais c'est la base. C'est obligatoire. On ne peut pas passer la couche TCP/IP. Et la couche numéro 3, ma couche numéro 3, c'est ce que j'appelle la couche applicative. Les applications, les logiciels. C'est la couche du dessus. Encore une fois, l'objectif c'est qu'un ordinateur puisse communiquer avec un autre ordinateur. Oui. Il faut qu'ils soient physiquement interconnectés. Oui. Il faut qu'ils utilisent le même protocole pour communiquer. Oui. Mais il faut qu'ils parlent de la même chose. Alors, on va prendre un exemple tout simple. Est-ce que vous avez déjà surfé sur Internet? Oui, ça vous arrive? Vous utilisez quel logiciel pour surfer sur Internet? Un navigateur. Il vous faut une application. Il vous faut le logiciel navigateur pour accéder à un serveur Internet. Si vous ouvrez Word, est-ce que vous allez pouvoir aller sur Internet avec Word? Non. Si vous ouvrez la calculatrice, non, vous ne pouvez pas. Le problème, c'est le logiciel. Peut-être que le réseau fonctionne très bien, mais le problème, il est dans le logiciel. Donc quand vous faites, et c'est surtout du dépannage, il faut que vous fassiez les choses dans l'ordre. D'abord vérifier la couche physique, est-ce qu'on est bien branché. D'abord, après la suite. D'abord, après. Non. Donc d'abord la couche physique, après la couche protocole, et après la couche applicative. Parce que, je reprends l'exemple de surfer sur Internet, vous avez peut-être un navigateur très performant, il est super beau, mais le câble réseau, il n'est pas branché. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher dans le navigateur s'il y a des problèmes à résoudre. Le problème, c'est la couche du dessous. Si la première couche, elle n'est pas bonne, toutes les autres qui sont au-dessus, ça ne fonctionnera pas. Si la couche protocole, elle n'est pas bonne, le logiciel, il ne fonctionnera pas. Voilà, donc il faut commencer par ces trois couches-là. La couche physique, puis la couche protocole, puis la couche applicative. Donc le modèle OSI, le vrai modèle OSI avec les 7 couches, il se répartit un petit peu là-dedans. Mais pour le moment, au départ, pour commencer, gardez que 3 couches en tête, ça suffira. Je ne vous cache pas que dans la vraie vie, ça suffit aussi. Hein. Ça suffit aussi pour faire les dépannages, etc. Savoir ce qu'il y a dans la couche 4, c'est pas très utile. Mais gardez en tête, physique, protocole, applicatif, c'est la bonne méthode pour dépanner le réseau. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc pareil, au niveau de l'avancée du cours, on va commencer par la couche physique, puis on parlera de TCP/IP pendant plusieurs jours, et la couche applicative, c'est tout le reste de la formation. On va parler que des applications, parce qu'une fois que TCP/IP il est bien appréhendé, on va s'en servir tous les jours. Ce sera une brique, hein, c'est un déparpaing que vous mettez en bas, hein, la couche protocole, la couche TCP/IP. On va beaucoup s'en servir, tous les jours. D'accord? Des questions là-dessus? Ça va? Donc j'espère bien que dès ce soir, dans votre lexique, il y aura le modèle OSI, et il y aura les 7 couches du modèle OSI qui seront dedans, avec une petite définition que vous ne comprenez pas, mais c'est pas grave. Il faut déjà mettre ça dedans. Ça fait partie des choses qu'il faudra. Ok, alors, on va commencer par la couche physique. Alors, donc, question pour tout le monde. Selon vous, quels sont les composants qu'on va mettre dans la couche physique pour les réseaux?
Les câbles. RJ45. Les câbles RJ45, d'accord. Carte réseau. Les cartes réseau, là. La fibre optique. Oui. Les ondes sont- Un ou plusieurs Les modèles. processeurs. le Wi-Fi. Pardon? Un ou plusieurs processeurs. Alors les processeurs, on les met pas vraiment dans la couche physique du réseau. Là, on parle vraiment des composants spécifiques au réseau. Oui, dans les ordinateurs, physiquement, il y a un processeur, oui, bien sûr. Mais bon, il y a aussi une alimentation, une carte mère, des barrettes, on ne peut pas tout mettre dedans. Là, l'idée, c'était vraiment, voilà, j'ai besoin de créer un réseau. Voilà, il faut que je mette mes ordinateurs en réseau. Je sais qu'il me faut la couche physique en premier. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Voilà, c'est quoi la liste des commissions? Routeur. Non, au routeur, c'est pas obligatoire. On va commencer petit. Il faut des cartes réseau et des câbles. Ou des cartes Wi-Fi. Ça marche aussi avec le sans fil, mais on va surtout se concentrer sur les câbles. Parce que, encore une fois, dans les entreprises, l'essentiel des connexions, c'est du réseau filaire. C'est par câble qu'on a encore beaucoup. Il y a évidemment du Wi-Fi, ça existe, mais c'est essentiellement du réseau filaire. Donc effectivement, les blonds, il est là. On va commencer par les câbles. Alors, dans des câbles réseau, vous avez combien de fils? Il y a 8 fils. Oh, mais c'est qui s'y connaît ça en informatique? Il y a 8 fils. Alors, est-ce que quelqu'un n'a jamais vu un câble réseau? Ouais, je dirais. Ah bah, t'en as jamais vu un? T'as jamais vu de truc comme ça? Ah si. Ah, c'est ça. C'est ça, ouais. Ah, Non, c'est non. ce truc-là. Non, mais c'est bon. C'est bon, t'en as déjà vu? T'en as déjà pensé? Ouais, non, je réfléchissais. C'était- Alors donc effectivement dedans il y a 8 fils, etc. Alors les choses qu'il faut savoir sur les câbles réseau, enfin même la seule chose à connaître, c'est les catégories. Les câbles réseau ont des catégories. Définir la vitesse. Définir la vitesse. On est à 120 km/h, 140, Non, 90. c'est par gigabit par seconde. Alors, Pas sur la vitesse. je voudrais que vous alliez chercher sur internet quelles sont les catégories de câbles qui existent. Il y a quoi comme catégorie de câbles Ethernet? Alors, je l'ai déjà dit, j'aurais dû le dire, pardon. Quatre catégories. 4? Ouh, non, alors là, je crois qu'il y en a plus. On est à 7, On s'arrête à 7? Oui. Non. Qui dit mieux? Non, mais que 4. 8? Oui. Aujourd'hui, on en a 8. Il y a huit. Concept, catégorie, 8, câble, pli, Opel, SAD, blindé. 8? Catégorie 8? Oui, on en a la catégorie 8. Alors, c'est quoi l'importance de la catégorie? Ça va être quoi la différence entre un câble que j'ai dans les mains qui est un câble de catégorie, c'est un 5 je crois? Ouais, c'est un 5. La différence entre un câble de catégorie 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est la vitesse, le débit, la bande passante qu'on va pouvoir faire passer dans le câble. Donc ces vitesses-là, elles sont exprimées en général, ça s'écrit comme ça. Hop, alors qu'est-ce que je fais? Moi, je fais de la merde. C'est quoi, méga? Tac, tac. Gigabit Non. par seconde. C'est des mégabits par seconde. Ou des kilobits par seconde, ou des terabits par seconde. Bon, bah, c'est surtout des bits par seconde. Donc si je vous pose la question, tiens, dans la main j'ai un câble de catégorie 5. Je voudrais savoir, un câble de catégorie 5, combien de bits par seconde ça peut laisser passer? 1 gigabit, 100 mégabits. 100, 1000. 1000, 1 gigabit. 1 giga. 1 giga. Bon, voilà. C'est 1000 mégabits, 1 gigabit par seconde. C'est 1 gigabit par seconde. Alors, ce genre d'information, il faut la connaître par cœur. Ça fait partie des choses qu'il faut connaître. Parce que quand on veut que les ordinateurs communiquent ensemble, on veut qu'ils communiquent à une certaine vitesse, et plus la vitesse est élevée, mieux c'est. Voyez les câbles réseau comme des tuyaux d'eau. Si mon câble réseau il est d'une catégorie trop basse,
la vitesse du réseau sera à la vitesse du câble. Donc là, on a dit, le câble catégorie 5 que j'ai, il peut aller jusqu'à 1 gigabit par seconde. Mais si dans ma main, c'était un câble de catégorie 4, c'était pas un 5, c'était un 4. Il faut savoir qu'à vue d'œil, là, je vous le montre, c'est impossible de connaître la catégorie du câble. J'ai peut-être dans ma main un catégorie 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, un 12. La couleur, c'est rien du tout. C'est juste que c'est écrit dessus. Il y a du texte. Hein, sur celui-là, il y a écrit... il est écrit où? Faut que j'achète des yeux. Je l'ai vu tout à l'heure. Quelqu'un l'a effacé? Voilà. Un peu d'alcoolisme Voilà, dessus. je vous le montre bien là. Il y a écrit catégorie 5. Tout le monde voit là? Oui, Vous voyez bien? très bien. Il y a écrit 4, 5. Donc quand on vous donne un câble, bah, vous le prenez et pour peu que vous sachiez lire, vous cherchez, il y a écrit ah, il y a écrit catégorie 6. C'est un câble de catégorie 6. Et bien sûr, quand vous branchez un câble de catégorie 5, ça ira jusqu'à 1 giga. Si vous avez un câble de catégorie 4, ça ira que jusqu'à 100 mégas. Donc c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. C'est la dimension du tuyau. C'est là que vous allez pouvoir avoir une certaine quantité d'informations qui passent. D'accord? Donc, à savoir, le débit, donc on a dit sur celui-là, c'était, alors, donc soit c'est 1000, il manque un 0, donc c'était 1000 mégabits par seconde, ou bien c'est 1 gigabit par seconde, hein, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la norme minimum. Les réseaux informatiques filaires qu'on branche, ils font au moins du gigabit. Ça veut dire que les câbles que vous utilisez, c'est au minimum des catégories 5. S'il y a un vieux câble réseau qui traîne dans un placard que vous récupérez, faites attention, lisez. Si c'est un catégorie 4, vous le jetez. Jette le câble. Il faut au moins du catégorie 5. Oui. Moi, j'ai trouvé un tableau, il y a des catégories 5 et 5E. E. Pareil pour 6, il y a Oui, 6A, 6E. 5A. Oui. Alors, on va donc se poser la question, bah, c'est quoi la différence entre ces câbles? Pourquoi est-ce que le 5, le 5E, le 6, le 7, même, on va oublier les déclinaisons, on va faire le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Comment ça se fait que ces câbles qui se ressemblent tous? Dedans, je vous ai dit qu'il y avait combien de fils? 8. Donc un catégorie 5, ça a 8 fils. Un catégorie 8, ça a 8 fils. Et c'est les mêmes fils dedans. Qu'est-ce qui fait la différence? La distance. La distance? Je sais pas, je veux dire peut-être. Tu veux dire entre toi et le câble? Voilà, la taille du câble peut-être. La taille du câble? Ah non. Non, ça change pas. Non, ça change pas. Ok. Tu peux avoir des câbles de catégorie 5 qui font 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, et même chose en catégorie 8. Hein. Ok. Ça change pas. Non, c'est pas ça la différence. La bande passante. La qualité du Alors, la bande passante qui peut passer dedans, c'est plutôt le résultat. Je sais que ce câble, c'est du 1 gigabit, puis un catégorie 4, c'était que 100 mégas. Mais dans le câble, il y a un truc qui doit changer quand même. Il y a forcément une différence. L'épaisseur. Non, c'est pas l'épaisseur, parce que les fils de cuivre, ils font tous la même taille. C'est pareil. La Les fils de qualité cuivre du qui sont cuivre, dedans, c'est... La qualité du cuivre. Non, utilisé, non, c'est pas ça. L'entrée, je veux dire Le- la l'émail, je veux dire la fiche. La fiche, non, c'est normalisé. C'est normal. Les connecteurs, c'est tous les mêmes. C'est les mêmes. D'accord. Depuis catégorie 3, c'est les mêmes. Le blindage. Le blindage, Ah. c'est ça qui change. C'est le blindage. Alors, c'est quoi le blindage pour les câbles? C'est ce qui permet de protéger C'est la des gaine. réseaux de l'interférence. Des réseaux qui peuvent Ça interférer. s'appelle les perturbations électromagnétiques. Ouais. Ça fait classe. Ouais. Ça fait classe, perturbations électromagnétiques. Ah, tu veux dire les vents solaires et tout, on va devenir les 4 fantastiques. Ouais, une blague. Pas mal. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée... Ah bah oui, le stream avait répondu. L'idée, c'est quoi? Mais c'est que vous n'êtes pas sans ignorer que, quand on parle du réseau informatique, c'est du binaire, les informations qui passent d'un ordinateur à un autre. Hein, je vous rappelle, ça sert à quoi? Un ordinateur communique avec un autre ordinateur. Mais les ordinateurs, pour communiquer ensemble, ils font du binaire. Le binaire, c'est quoi? C'est 0 Et, ou 1. Alors, c'est pas et 1. Oui. Alors, 0 et 1, c'est l'informatique quantique. C'est un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt pour travailler dessus. Donc, c'est juste le binaire, c'est quoi? C'est des 0 et des 1. Tout l'informatique que vous utilisez, tout le numérique qu'on utilise, c'est des longues séries de 0 et de 1 qui se suivent. Donc, tout est binaire en informatique, non quantique, pour le moment.
Et donc il va falloir que mes ordinateurs ils communiquent sur le réseau et qu'ils envoient des 0 et des 1 entre eux, hein, tout simplement. Mais comment ils font? Ils utilisent l'électricité. Et dans votre câble réseau, vous allez avoir un courant électrique qui passe dans les fils. Et le courant électrique, bah, c'est soit 0 volts, ça veut dire 0, et c'est 5 volts. S'il envoie 5 volts, c'est 1. C'est 0, 1, 0, 1, 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts. C'est comme ça que ça marche. Le problème, c'est que ces câbles, ils sont en cuivre. Le cuivre, ça transporte le courant. Bon, ça c'est très bien. Mais c'est sensible aux perturbations électromagnétiques. Alors, c'est quoi les perturbations électromagnétiques? Est-ce que vous avez déjà vu une balançoire? Ça vous dit quelque chose, la balançoire? Ouais. Bon, c'est un machin sur lequel on s'assoit et on se balance. Jusque-là, ça va? Là, ça va. Alors, vous imaginez une balançoire avec 2 sièges. Donc, il y en a 2 l'une à côté de l'autre, dans un square. Il y a un square, il y a 2 enfants qui peuvent se balancer. Bon, bah, vous virez les enfants. Hein. Donc, vous avez vos 2 balançoires. Vous mettez sur une balançoire, la première, et la deuxième, elle est vide. Et vous allez vous balancer très fort. Vous allez voir que la deuxième balançoire, elle va se mettre à bouger toute seule. C'est-à-dire que votre énergie, elle est tellement forte qu'elle va se transférer à la petite balançoire. Donc elle va bouger un peu. Mais en électromagnétisme, c'est la même chose. Si vous avez un fil électrique dans lequel il y a un courant, si vous mettez à côté de ce fil un autre fil sur lequel il y a un autre courant, eh bien les énergies vont passer d'un câble à l'autre. Ça va sauter. Il va y avoir des transferts électromagnétiques, c'est ça qui se passe. Ils vont se perturber en fait. Ça veut dire que, par exemple, si sur un des fils il y a 5 volts qui passent, et sur l'autre fil il y a 0 volts, eh ben, c'est possible qu'il y ait un petit peu de voltage qui passe du premier fil au deuxième fil. Ce qui fait que mon premier fil, quand il va arriver à l'autre bout, ben, il a donné de ses volts au fil. Alors, il y a non seulement de la perte, ça fait qu'au départ j'avais 5 volts, mais au bout du câble, il n'y a peut-être que 4 volts, et le câble où il n'y avait rien, qui était censé envoyer 0, mais il envoie 1. Il y a 1 volt qui est passé de l'autre côté. Entrez! Qui est là? Ah! Mais je vois que tu es passé à la boulangerie en plus, t'as amené les pains au chocolat! Eh ben ça c'est tout à ton honneur! Je te remercie, t'es pas arrivé en retard pour rien! Désolé. Oh là là, les bras chargés de cadeaux! Ça c'est sympa! Ouais. Et ils sont où les pains au chocolat? Bah, il y a une chocolatine, je mets le temps. Mais qu'est-ce que tu fous là alors? Va les chercher, allez dégage. Ah ouais non, ah ouais t'obéis plus. Ah ouais, on se rebelle. Ah mais non mais c'est quoi ces jeunes là? Non mais il y a plus de respect quoi. Sous prétexte que tu fais 1m80 et que tu me fais peur, t'as le droit de faire ce que tu veux. Si t'avais dit chocolatine, on aurait pu discuter. Mais il est rebelle jusqu'au bout le mec. D'accord. Je vois le genre. Donc je disais, vous avez donc de l'énergie qui passe d'un câble à l'autre câble. Donc vous avez les câbles qui se perturbent entre eux, tout simplement. Ça marche aussi, bah, évidemment, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'au bout du câble, je vous avais dit, il y avait 5 volts qui sont partis, mais il n'y a que 4 qui arrivent. Donc l'ordinateur qui est à l'autre bout, quand il voit 4 volts arriver, c'est un 1 ou un 0? C'est un... Ah bon? T'es sûr de toi? Ah mais c'est que dalle. Que dalle. Eh ben il dit, mais c'est pas 5 volts. Ah ouais. Il comprend. Bah moi, il comprend rien. 4 volts, il sait pas ce que c'est. Hein. Bah, c'est 0. Donc il dit, bah renvoie. Moi, cette donnée, je la prends pas. Pour moi, c'est rien. De la même façon, l'ordinateur qui est écouté de l'autre côté, il s'attend à avoir un 0. Il y a 1 volt qui arrive. Et 1 volt, c'est quoi? 0. C'est un 1 ou c'est un 0? Mais non. Non, parce que c'est 0, 0. Non, et c'est ça le problème. Ah ouais. Le problème des perturbations électromagnétiques, c'est que vous avez comme ça des échanges d'énergie entre les câbles qui sont l'un à côté de l'autre. Et autant vous dire que les 8 câbles qui sont là-dedans, ils sont bien l'un à côté de l'autre. Hein. Ils sont bien serrés les uns contre les autres. Hein. Et donc, la différence en fait entre les différents câbles, c'est le blindage. C'est-à-dire que les fils qui sont dedans, ils sont entourés. Ils sont protégés par une gaine, quelque chose qui va les protéger du câble d'à côté. Donc à l'intérieur, vous avez une espèce de papier alu, une tresse, peu importe, du plomb, chacun utilise sa technique, qui permet comme ça de protéger le plus possible les câbles des perturbations électromagnétiques qu'il peut y avoir autour d'eux. Il y a un courant qui est très perturbant, c'est ce qu'on appelle le courant fort, c'est le courant électrique. Je vous ai dit que là c'était du 5 volts. L'alimentation électrique c'est combien? 2 volts. C'est 220. Ça fait une grande balançoire. Hein.
à côté de la petite balançoire de l'informatique. On dit que il ne faut jamais mettre à côté un fil électrique d'un câble réseau. Parce que si vous les collez l'un à l'autre, vous allez avoir une très grande balançoire à côté d'une toute petite balançoire. Donc autant vous dire que 220 volts, ça perturbe beaucoup le 5 volts. Hein. Je peux pas mettre la box à côté de la mienne. Faut essayer d'éviter. Je vous rappelle qu'en France en plus, on a du courant alternatif. Donc nos courants électriques, ça fait 220 0, 220 0, 220 0, 220 0. Vous avez une très grande balançoire qui se balance en plus très très fort. C'est la catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça que dans les bâtiments qui sont bien faits, c'est ce que vous avez là, vous avez des goulottes à 2 étages. C'est-à-dire que quand vous devez passer des câbles dans un bâtiment, ben vous allez mettre le courant fort, donc l'électricité, à un endroit, et 5 cm au-dessus, il y a le courant faible. Le courant faible, c'est les câbles réseau. Pour pas qu'ils soient collés l'un à l'autre. C'est ce que vous avez là, si vous regardez dans les murs, vous avez des grandes goulottes sur les côtés, et vous avez l'électricité qui est en haut, et le réseau qui est en bas. Alors quand on dit qu'il faut séparer les courants faibles des courants forts, c'est pas 1 mètre qu'il faut. Hein. Ça va, vous mettez 5 cm, ça suffit. Hein. Faut qu'ils se touchent. Faut éviter. Voilà, faut éviter qu'ils se touchent. Bon, j'ai déjà vu des soucis de gens qui disent pour le cable management, qu'est-ce qu'on fait? On fait courir les câbles réseau, les câbles informatiques et on met des circlips. Comme ça, ils sont bien collés l'un à l'autre. Et on se plaint que le réseau il rame. Tu m'étonnes. Faut essayer de faire ça au mieux. Mais ça peut être une des problématiques que vous avez dans un réseau qui fonctionne pas bien. Bah, c'est parce que vous avez collé l'électricité et le réseau. J'ai vu ça sur des chemins de câbles en hauteur. Sur les chemins de câbles, eh ben, un chemin de câble large comme ça, au moins 30 cm, ils avaient tout collé d'un côté. Et sur des mètres et des mètres et des mètres. Hein. On a fait, ok, on va tout défaire, on va coller de chaque côté, oh, ça fonctionne mieux. Dans les immeubles où il y a des parkings souterrains, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, ouais. T'as tous les chemins de câbles. Mais si tu regardes bien, il y a tout. mais normalement tout doit être séparé. Ouais. Il faut pas qu'ils soient collés l'un à l'autre. C'est ça. Du coup, du câble de la ligne jusqu'à l'OPC, c'est pareil. C'est pareil. Faut essayer. Faut essayer. Mais c'est assez rare que tes cartes réseau soient collées à l'alimentation. Ouais. Ah non, Et en général, c'est plutôt à l'opposé. Dans le week-end, j'ai la ligne et l'Ethernet qui passent pendant la week-end en fait. Collé. Alors après, si c'est pas sur trop de mètres, c'est pareil. La qualité de ton câble va faire que ça pourrait ne pas poser de problème. On pourrait imaginer, tu as des câbles catégorie 5, tu n'es pas très satisfait de ton réseau, tu achètes un câble catégorie 7, tu le remplaces, tu vas faire putain mais ça marche vachement mieux. Parce que le catégorie 7 est mieux blindé qu'un catégorie 5. Okay. C'est ça qui va faire la différence. Parce que dedans, quand on ouvre, il y a toujours 8 fils. Ça n'a pas changé. Et c'est toujours 8 fils de cuivre. Ça n'a pas changé. Donc c'est ça qui va faire la différence entre les câbles. Bien évidemment, plus votre câble est blindé, moins il sera perturbé, plus on pourra augmenter ce qu'on appelle la fréquence. Alors aussi, des fois on me pose la question, mais certes, bon, le blindage c'est une chose, mais comment est-ce qu'on fait pour passer de 100 mégas à 1000, à 2005, à 5000, à 10 000 hein, parce que là on peut faire du gigabit, du 2,5 gigabit, du 5 gigabit, du 10 gigabit, du 100 gigabits, hein, ça peut monter jusqu'à 50. Comment on fait? Eh bien en fait on augmente la fréquence, tout simplement. Alors c'est quoi la fréquence? Quelqu'un sait ce que c'est que la fréquence de quelque chose? C'est de période d'un signal intensité. C'est ça, c'est la période d'un signal. Tu peux t'arrêter. C'est bon. C'est ça la fréquence. C'est-à-dire combien de fois quelque chose se répète. Période D'un signal. Okay. Même de quelque chose. Les fréquences, ça s'exprime en hertz. C'est ça l'unité de mesure. Mais c'est le nombre de fois où ça arrive par seconde, par exemple. D'accord? On va reprendre le même exemple qu'on a depuis tout à l'heure. C'est nos 0 et nos 1. C'est nos communications entre un ordinateur et un deuxième ordinateur. Je vous ai dit que les ordinateurs, ils envoyaient des 0 et des 1. D'accord? Eh bien, on va partir du principe que pour qu'un ordinateur comprenne que c'est un 1, il faut qu'il y ait 5 volts pendant 1 seconde. Donc, mon ordinateur, il écoute hein, sur les câbles. S'il y a 5 volts pendant 1 seconde, au moins 1 seconde, il considère que c'est un 1. S'il y a 0 volts pendant au moins 1 seconde, il considère que c'est un 0. Donc ça veut dire que par seconde, vous pouvez envoyer soit 0, soit 1. Et ça met toutes les secondes. Donc il compte toutes les secondes.
D'accord? Maintenant, je vais augmenter la fréquence. Je vais dire que pour qu'il y ait un 1, il faut qu'il y ait 5 volts pendant un dixième de seconde. Si pendant un dixième de seconde, il y a 5 volts, il considère que c'est un 1. Et bien là, vous avez fait x10 au niveau de la vitesse. Toutes les informations, au lieu de les écouter pendant une seconde, il les écoute pendant un dixième de seconde. Donc votre réseau, il est 10 fois plus rapide. Par contre, il faut bien qu'il y ait 5 volts pendant un dixième de seconde. J'espère que votre câble, il n'est pas beaucoup perturbé. Parce que si c'est 4 volts qui arrivent, il ne prend pas l'information. C'est comme ça qu'on fait. Pour accélérer la vitesse, pour qu'il y ait de plus en plus de 0 et de 1 qui arrivent, on les envoie très rapprochés. On envoie de plus en plus d'informations dans une seconde. Et des fois, ça peut être, c'est ce qui se passe, hein, on va encore augmenter la fréquence, mais ce n'est pas un dixième de seconde qu'on va écouter, mais c'est un centième de seconde, voire un millième de seconde. Autant vous dire que quand on a des fréquences très élevées, il faut que les 0 et les 1 ils soient bien marqués. Il faut que les 5 volts et 0 volts ils soient bien marqués. Et pour qu'ils soient bien marqués, il ne faut pas qu'il y ait de perturbation. C'est pour ça qu'en fait, on peut monter la vitesse d'un réseau juste en changeant les câbles. Juste en ayant des câbles de meilleure qualité, vous aurez à chaque fois une fréquence plus élevée. Et si vous regardez dans le détail des câbles quand vous les achetez, c'est écrit dessus. Il y a aussi une fréquence. Ça vous dit, ça atteint telle fréquence. Ben, ça veut dire qu'il peut avoir autant de 0,5 volts, 0,5 volts, 0,5 volts très très rapidement, sans être perturbé. Et c'est pour ça que ça coûte plus cher, ces câbles. Il y a la longueur aussi qui... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la vitesse. Entre un 200 mètres et un km. Alors, je l'ai déjà dit, mais quand il y a un sujet que je n'ai pas encore abordé, je vous invite à bien vouloir patienter, parce que je vais certainement l'aborder. Une fois que j'aurai fini et que je vous dirai le sujet est clos, est-ce que vous avez des questions, vous pourrez briller en société. Mais là, c'est moi qui brille. Désolé. Faut devenir formateur si tu veux expliquer les choses. Ah, je veux pas expliquer. T'es sûr que tu veux pas? Bah, tu serais bien en formateur parce qu'en plus toi, t'as les tatouages et tout et ça impressionne. Parce que tu vois, t'aurais été à ma place. Quand il arrive là, oh, je suis en retard, machin, t'aurais fait, les chocolatines, elles sont où et tout. Je suis sûr qu'il serait reparti, il a fait, ah oui, j'y vais. Alors que moi, il a fait, vas-y, dégage, toi. Ouais, crédibilité, aucune. Voilà. Mais demain, c'est toi qui le feras d'ailleurs. Quand il arrive en retard, tu te lèves, tu fais, oh, ils sont où les pains au chocolat? D'accord? Non, mais ça, c'est le tatouage. Je suis sûr que ça fait le tatouage. Donc voilà pourquoi vous avez différents câbles. Et que du câble va dépendre la vitesse de votre réseau. Et cette vitesse, elle est plus ou moins augmentée avec la fréquence. Alors, il faut que vous fassiez aussi attention, la vitesse, elle est bien sûr déterminée par le câble, mais pas que. C'est déterminé par la carte réseau aussi. Parce que ces câbles, vous allez les brancher dans une carte réseau. Et vos cartes réseau sont construites pour fonctionner à une certaine vitesse. Donc là, on est sur du Ethernet 1 gigabit. Mon ordinateur, je l'ai acheté avec une carte réseau 1 gigabit. Si vous mettez un câble de catégorie 12, ça ne changera rien. Ça ne fera pas du 10 gigabit. Le matériel électronique, il est construit pour une certaine vitesse maximum. Et ça ne bougera pas. Aujourd'hui, la plupart des ordinateurs, ils ont des cartes réseau 1 gigabit. Donc vous pouvez mettre des câbles de catégorie 5 partout, vous serez en gigabit partout. C'est une question de coût. Qu'est-ce qui est une question de coût? Que les cartes réseau elles soient 1 giga. Ah bah oui. Alors, c'est une question de coût. Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question. Parce que ta question, c'est pourquoi est-ce que les cartes réseau sont à 1 gigabit? Parce que les gens les achètent à 1 gigabit. Pourquoi est-ce que les gens ils achètent des cartes réseau à 1 gigabit? Parce que leur besoin correspond à un réseau de 1 gigabit. Si le besoin de ton entreprise, c'est un débit très élevé, parce qu'on fait des gros transferts, on a des énormes données à passer dans le réseau, 1 gigabit, c'est peut-être insuffisant. Il faudra donc acheter des ordinateurs qui ont des cartes réseau 10 gigabits. Et tes câbles, il ne faudra pas que ce soit des catégories 5. Hein. Alors, question? J'ai besoin d'un réseau à 10 gigabits. Il faut quoi comme catégorie de câble? 6. 6 tout court? 6A. Merci. Voilà, il faut du 6A au minimum. Aujourd'hui, ça devient un vrai problème parce que je suis en train de parler de ce câble-là que j'ai dans la main. Bon, je le change facilement, je le débranche, etc. Mais les ordinateurs que vous utilisez ici dans cette salle, ils sont branchés dans des prises qui sont dans les murs là.
Puis, derrière cette prise, il y a un câble qui part et qui va dans les éléments actifs du réseau, on en parlera après. Le câble qui est dans le mur, il est de quelle catégorie? Je sais pas. Effectivement, j'en ai pas la moindre idée, mais si ce bâtiment a été câblé il y a 10 ans, il y a très peu de chances que ce soit du catégorie 6. Hein. C'est ça. Ah oui, mais nous, on a besoin de 10 gigabits aujourd'hui. Parce qu'on est une société, on a besoin de puissance, de volume, etc. Donc là, tous les câbles qui passent dans tout le bâtiment, ben, ils ne sont pas compatibles avec le 10 gigabits. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut changer tous les câbles. Bon, et là, repasser les câbles dans les boulottes, etc. Gros travail. Gros chèque à faire. Parce que là, c'est des sous. Aujourd'hui, on y arrive aujourd'hui, hein, parce que le gigabit, c'est la norme, on va dire, depuis une dizaine d'années. Ça devient le 10 giga, enfin c'est plutôt le 2,5 aujourd'hui. On est plutôt sur le 2,5 ou le 5 gigas, parce que bah, la volumétrie, tout augmente tout le temps, on a besoin de réseaux de plus en plus puissants, et il y a des entreprises qui sont un peu embêtées, hein, parce qu'ils ont du câblage un peu ancien, et c'est pas juste les câbles réseau des PC qu'il faut changer. C'est surtout ceux qui passent dans les goulottes, qui font tous les faux plafonds, les faux planchers, tout ce qu'on veut. Et là c'est des sous, tout recâbler en catégorie 8 par exemple, ou 7 pour voir l'avenir, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. D'accord? Donc voilà, le pourquoi, normalement, il est lié à ton besoin. Est-ce que tu as besoin de telle vitesse? Tel débit, hein, c'est plutôt ça, c'est le débit. Donc ça, il n'y a que les clients qui peuvent répondre. Il n'y a que les utilisateurs qui peuvent y répondre. Faut pas se mentir, ça ne fait qu'augmenter. Hein. Ça fait que toujours plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. D'accord? Donc autre chose à connaître, qu'il est aussi extrêmement important sur les câbles, c'est la taille, longueur maximum d'un câble. Donc ce qu'on va appeler un câble réseau, un câble Ethernet, comme vous voulez, quelle est la longueur maximale d'un câble? 100 mètres. Ça c'est à connaître par cœur. Alors attention, quand on dit 100 mètres, c'est 100 mètres pour avoir le débit prévu pour. Mon câble là, c'était catégorie 5, on a dit que c'était combien le débit? C'était 1 gigabit. Mais si mon câble il fait 110 mètres, ça va quand même fonctionner. Mais pas à 1 gigabit. Ça fonctionnera qu'à 100 mégas. Je vais perdre en débit. Alors pourquoi on va perdre? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des câbles de 500 mètres? Il y a de la perte. Pourquoi? Ah, il y a de la perte électrique. Pourquoi il y a de la perte électrique? À cause de la vitesse de débit, qui n'est pas assez importante. Alors c'est plutôt le résultat. Le débit n'est pas assez important à cause de, oui, la résistance. Si vous avez fait un petit peu d'électricité, quand l'électricité passe dans un fil, le fil il résiste au passage de l'électricité. Donc, ça s'appelle l'impédance, hein, c'est ça. Plus votre câble il est long, plus il va résister au passage du courant. Et donc plus vous allez perdre, tout simplement. Naturellement, vos 5 volts, elles vont se transformer en chaleur en fait. Plus le câble est long, plus ça fait chauffer, et plus vous allez perdre du voltage. C'est pour ça que les câbles Ethernet, leur taille maximale, c'est 100 mètres. Si on veut un usage normal, hein, bien sûr. Si on veut un usage normal. Si ça dépasse 100 mètres, eh ben on risque d'avoir une perte de débit. C'est possible, c'est une des raisons, mais bon. Donc attention, ça peut aussi être une des raisons pour lesquelles le réseau ne fonctionne pas, parce qu'entre un point A et un point B, il y a 200 mètres. Et on a tiré un câble réseau de 200 mètres. Et on s'étonne, je comprends pas, c'est un câble catégorie 6, et ça fait pas du gigabit. Ça fait du 100 mégas. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Il est trop long. Il est tout simplement trop long. Donc ça peut être... C'est une des contraintes des câbles en cuivre. Les deux contraintes qu'on a le plus souvent avec les câbles en cuivre, c'est soit les perturbations électromagnétiques qu'on a, et on ne peut pas les utiliser. Typiquement, vous allez câbler le réseau dans une usine. C'est une usine qui a des machines. Ces machines, elles ont des moteurs électriques. Les moteurs électriques, ça génère énormément de perturbations électromagnétiques. J'ai l'exemple d'un client qui est l'eau de Bordeaux. Mais l'eau de Bordeaux, ils ont des châteaux d'eau. Ils ont des châteaux d'eau dans lesquels il y a des pompes qui montent l'eau dans le château d'eau. Et ils avaient un problème parce qu'il y avait un château d'eau. Dès qu'ils déclenchaient la pompe, ils perdaient tout le réseau. Impossible de... Ils perdaient le contact. Pourquoi?
Parce que le câble réseau, il passait du mauvais côté d'une gaine en plomb qui protégeait le câble réseau du moteur. Le moteur de la pompe qui se mettait à tourner, bah, le câble il était du mauvais côté. Donc dès que le moteur se mettait en marche pour pomper l'eau, trop de perturbations électromagnétiques, plus de réseau. Plus moyen de communiquer avec le château d'eau, ça coupait. Alors heureusement, il disait il y avait un contacteur qui fait quand il est plein, ça coupe le moteur. Et là, hop, le réseau il revenait. Donc ils ne pouvaient pas arrêter à la moitié de la hauteur en fait. Ils étaient obligés de le remplir à chaque fois à fond de ce château-là. Mais typiquement c'était ça, il y avait un moteur électrique, un câble réseau à côté, quand le moteur électrique il se lance, plus de réseau. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Bah, ils sont montés à l'échelle et ils ont passé le câble du bon côté de la protection. Du bon côté du blindage. Donc faites attention à ça. Donc, si vous avez un souci de distance ou si vous avez un problème électromagnétique trop important, eh bien le cuivre, c'est plus la bonne solution. C'est là qu'on passe à la fibre optique. Problème de distance, t'as dit? Ou de perturbations électromagnétiques. La fibre optique a donc bien sûr les avantages qui correspondent aux inconvénients du câble en cuivre, du câble Ethernet. Donc je vous ai dit, le défaut d'Ethernet, c'est les perturbations électromagnétiques. S'il y a trop d'électricité au cours, bon bah ça passe pas. Si vous avez un câble en fibre optique, bah là par contre la fibre optique, c'est complètement insensible aux perturbations électromagnétiques. Il peut y avoir une bombe nucléaire à côté. Bon, la chaleur, ça va peut-être être un problème, mais aucune perturbation électromagnétique dans la fibre optique. C'est l'avantage. La distance, on a dit les câbles Ethernet c'était 100 mètres. La fibre optique, c'est quelle distance maximum? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça Pardon? passe même dans l'océan et tout, quoi. Voilà, on est d'accord dans les deux. Ça dépend de la fibre. Alors, vu que l'objectif de la fibre optique, c'est pas faire passer de l'électricité, c'est de faire passer de la lumière. Bon bah, la lumière dans le vide, rien n'arrête. Ça peut faire des années-lumière. Donc dans les câbles en fibre optique, théoriquement, il n'y a pas de problème de distance. Bon, réellement, il y a des problèmes de distance parce que les fibres optiques qu'on fabrique, elles ne sont pas parfaitement transparentes. Il y a quand même des petites impuretés qui se mettent, donc ce qui fait que ma fibre optique, elle ne peut pas faire 1 million de kilomètres. Mais chaque jour, il y a des fibres optiques encore plus longues. C'est tous les jours, il y en a des nouvelles qui sortent, encore plus pures, etc. Donc, théoriquement, il n'y a pas de limite. On pourrait faire une fibre optique d'1 million de kilomètres. Ça dépend de monsieur, je sais pas, Saint-Gobain, ceux qui font du verre. Quelle est la qualité de la fibre optique qu'ils vont faire. Donc ça peut arriver d'avoir des fibres optiques de 1 km, 5 km, 10 km, 20, 30. Évidemment, ce genre de choses, ça a un coût énorme. Le défaut de la fibre optique, c'est le coût. Ça coûte extrêmement cher par rapport au fil de cuivre. Mais ce n'est pas pour les mêmes usages. Vu que vous allez utiliser la fibre optique dans une situation où vous ne pouvez plus utiliser le cuivre, bah, finalement, vous n'avez pas le choix. Ce sera ça qu'il faut faire. Donc les fibres optiques dans votre environnement, je vais dire de travail quotidien, vous les trouverez par exemple pour l'interconnexion des bâtiments. J'ai un bâtiment, je dois connecter ce bâtiment à un autre bâtiment. Entre les deux bâtiments, il y a 200 mètres. La plupart des entreprises, ils creusent une tranchée et ils font passer une fibre optique dans la tranchée. Donc vous avez un bâtiment qui est tout équipé en cuivre, il y a des fils Ethernet partout, et entre le bâtiment A et le bâtiment B, il y a une fibre optique qui passe. Comme ça, on résout le problème de distance. Ou ça peut être dans les usines, derrière tous les moteurs, c'est des fibres optiques qui passent. Comme ça, ils savent que les moteurs ne vont pas perturber le réseau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez vous, pour Internet, on utilise la fibre optique. Parce que ça permet d'interconnecter les villes entre elles. Et c'est sur des dizaines de kilomètres. Ça permet d'avoir des débits très élevés. Alors, pas forcément différent avec Ethernet. Hein. Les débits de la fibre, c'est pareil. On fait du 10 gigabits avec. On ne gagne pas énormément. Mais là où on va gagner, c'est sur la distance. C'est vraiment sur la possibilité d'amener un réseau
en débit élevé sur une distance très grande. Sans compter qu'on s'affranchit des perturbations électromagnétiques. Donc c'est gagnant-gagnant. Et c'est pour ça qu'il y en a partout maintenant. Tous vos accès Internet, toutes vos box, c'est de la fibre optique. Aujourd'hui, ça remplace toute la DSL, on n'a que ça parce que ça résout énormément de problèmes. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous amène un petit truc. Ça, c'est un boîtier que vous avez peut-être vu. Tu l'as arraché au bâtiment d'en face. Ah ouais, grave. C'est pour ça qu'ils ont plus de fibres là-bas. Non, mais je vais le remettre après. Donc ça, c'est... Ah non, ils sont plutôt comme ça, par L'appareil, tu peux les soulever. Ah non. Non, c'est pas mon métier. Hein. Donc ça, c'est les boîtiers qui sont accrochés au poteau, que vous avez dans vos villes, que vous devez voir. Là où il y a les arrivées fibre optique de Free, SFR, Orange, etc. Et ça repart de ça et ça va chez vous, dans vos maisons. L'intérêt, évidemment, c'est que si vous regardez dans un gros câble comme ça, qui est à peine plus gros qu'un câble Ethernet, le nombre de fibres optiques qu'on fait passer, c'est hallucinant. C'est des centaines de branchements possibles avec un câble gros comme un câble Ethernet. C'est évidemment extrêmement intéressant, surtout que pour amener le réseau avec la fibre optique, il faut une fibre. Et si vous regardez à la fin, c'est grand comme un cheveu, une fibre optique. Il en faut qu'une seule. Et avec ça, on fait passer du gigabit. C'est un cheveu bien épais. C'est un cheveu, ils sont plus épais que les miens déjà. C'est ça. Donc si vous voulez faire passer ou vous voulez venir voir à quoi ça ressemble, c'est le merdier. Celui-là, il a été défait parce que justement, c'était le merdier. Mais bon, voilà, c'est l'occasion de le voir. Et puis ça vous permet de comprendre pourquoi est-ce que des fois, votre box, elle est coupée, vous n'avez plus Internet parce que le mec, il est allé sur le poteau, il allait voir ça, puis il a débranché le mauvais fil, il a soudé en pliant, etc. Le défaut de la fibre optique, alors il y a le coût, évidemment, mais c'est extrêmement fragile. C'est très cassant. On ne peut pas faire des angles droits avec, etc. Donc mécaniquement, il faut que ce soit protégé. Et c'est pour ça que les câbles en fibre optique, en général, ils sont gros, ils sont très rigides, parce qu'il ne faut pas les plier. Fragile. C'est la fragilité, ça se casse, mais c'est du verre. Hein. C'est du verre. Enfin, c'est un genre de verre, mais dans l'idée, c'est ça. Hein. C'est de la fibre de verre un peu assouplie. Mais donc ça peut poser des problèmes. Les techniciens, ils ont une machine pour voir où c'est qu'il y a le fil qui est cassé et ça s'allume. Et ils font des soudures. Ouais. Et Ça- maintenant, l'évolution, il y a par satellite. Pardon ? Maintenant, l'évolution, c'est l'Internet par satellite. Ah ouais, non, donc t'as pas compris quand j'ai dit... Il y a des choses dont je vais parler après, mais tu veux briller. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc sur une proposition de Frédéric, donc l'informatique par satellite. Toi, tu parles de Starlink. Toi, tu es Il y a Mélone. des Hein. concurrents qui vont arriver. Oh ouais, non, mais ils vont se faire bouffer. Ils ont aucune chance. Orange va s'y mettre. Non, mais arrête. Non, mais face à Starlink, il y a zéro concurrent. Oui, Il n'y en a aucun. il y a trop d'argent. Ah mais le mec, t'as vu tous les satellites qu'il a envoyés? C'est ça. Non mais t'es sérieux. C'est Rasta Rocket. C'est Rasta Fibre. Ouais, c'est tout petit, tout fin. Et ça suffit pour qu'on ait du gigabit qui passe dedans. C'est beau, hein? Et les câbles de sous-marin qui passent entre les pays, c'est Oui, c'est des fibres optiques. aussi fin que ça? Aussi fin que ça. C'est aussi fin que ça, mais alors bien sûr, ils en passent plus. Et en fait, les câbles, ils sont gros, hein, ils font peut-être presque 1 mètre de diamètre, mais ce qui fait la taille, c'est la résistance mécanique. En fait, c'est des énormes câbles en acier, et au milieu, il y a un petit peu de fibre optique au milieu. Et alors, ça sert aussi, pourquoi ils sont si gros ces câbles? Parce qu'il faut mettre des répéteurs. Parce que même si la fibre optique, théoriquement, ça peut faire 100 000 km, 100 millions de kilomètres, comme je t'ai dit, il y a quand même un petit peu de perte du signal. Donc il y a un moment, on doit récupérer le signal, réalimenter le signal, le remonter un peu pour que ça puisse repartir sur le chemin. Et le problème, c'est que si tu fais ta fibre optique qui a fait peut-être 5000 km, enfin peut-être 5000 c'est beaucoup, mais on va dire 100 km, pour faire Brest-New York, 100 km ça suffit pas. Hein. Donc il y a des répéteurs dans le câble en fait. À l'intérieur du câble, vous avez un endroit, un répéteur qui va renvoyer le signal. Donc ce répéteur, il faut l'alimenter. Il lui faut l'électricité. Donc dans le câble,
tu as des énormes câbles métalliques pour faire la résistance physique, puis tu as des câbles d'alimentation pour alimenter les répéteurs, et tu as les câbles fibre optique qui vont être alimentés tout le long. Ah, c'est une dinguerie, les câbles sous-marins. Ultra surveillé ce bordel. Ah Bah, oui, la bon preuve, ils ont réussi à en couper. Quoi? Qui c'est qu'on a coupé? Ah, c'est dans... C'est de quel côté? Entre la Grande-Bretagne et... Il y a eu un truc, là, tu peux voir la cartographie, tu sais, sur Internet. Oui, la carte de tous les câbles sous-marins. De tous les Ouais, câbles sous-marins. on les Et voit. il y avait eu un paquebot... Il y avait eu un bateau russe qui n'avait pas été signalé, et qui... Il y avait eu une histoire comme ça, là. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas longtemps. Un bateau russe qui aurait couplé un câble de connexion Alors entre après, la Grande-Bretagne et les États-Unis par hasard? Après. Oh là là! C'est Voilà, un mais- accident! Non, mais oui, voilà, c'est un Il accident a bête. trébuché. Mais il y a des choses... Un banal accident! Il y a des choses comme ça qui sont assez drôles. Bref. Je pense que ça existerait en vrai, ça? C'est dans un film. Je sais pas, je suis pas là en train de... Ouais. Je suis pas sur place. Je Non, peux pas je me dire. méfie, je me méfie. Non, je serais étonné que ce soit vraiment ça. Je te retrouve. Ouais, tu me retrouveras l'information, mais bon, c'est sur le Gorafi que t'as vu ça. Non, c'était une info qui avait l'air d'être réelle. Ah, ça avait l'air. Alors ça dépend. C'est pas... Si c'était avant-hier. Ça a été publié sur le journal et c'était. Ça a été reporté sur YouTube. Pardon? J'ai vu une photo de toi qui avait l'air d'être réelle. Ah, Ouais, elle avait l'air aussi, réelle ouais. aussi. Ouais, mais celle-là, quand même. Ça dépend. Le Est-ce que petit nuage était sympa. Ah ouais. j'avais les quand même. plaquettes de chocolat c'est et ça. tout, les Le biscottos? cornet, ouais. Ah ouais, ça c'était moi avant. C'était avant que je devienne formateur. Ouais. C'est beau? C'est magnifique. Non, mais ce qui est ouf, c'est vraiment la taille du fil. Ça, c'est dingue. Et on fait tout passer là-dedans. Tac. Bah, très bien. Donc quoi d'autre à savoir? Oui, on l'a évoqué quand même un petit peu tout à l'heure. On a parlé du RJ45. Il y a le RG. Le RJ45, c'est le modèle du connecteur. Ça, c'est ce qu'on appelle les connecteurs RJ45. Vous entendrez parler, mais je crois que c'est toi qui l'as dit, on parle de câbles RJ45. C'est n'importe quoi. C'est des câbles Ethernet. Mais c'est passé dans le langage. On utilise un câble RJ45 parce qu'il a des connecteurs RJ45. C'est ça. Il existe le RJ11, mais le RJ11, il n'y a que 4 fils. Donc ils sont plus petits. C'est ce qu'on utilisait pour la téléphonie avant. Il y a longtemps. Bon, si vous avez encore des entreprises qui ont des très vieux téléphones, ils ont peut-être encore des prises RJ11, ou ça peut être le cas de vos box. Si vous avez des anciennes box, il y a une prise RJ11 derrière pour brancher le téléphone directement dessus. Mais là, c'est vraiment de la vieille box. Hein. Aujourd'hui, les téléphones, même les téléphones fixes, on les branche avec un câble Ethernet. Ils ont un connecteur RJ45 pour les brancher sur le réseau. C'est quelque chose qu'on fera quand on fera la voix sur IP dans la partie de cours dédiée à ça. Donc dans le vocabulaire à connaître, donc sur la couche physique et sur les câbles, vous devez connaître donc, RJ45, c'est le connecteur. Vous devez connaître Ethernet, c'est la technologie utilisée par le cuivre. Vous devez connaître les catégories de câbles et qu'à chaque catégorie correspond une vitesse. Ethernet. Ethernet, catégorie du câble. Merci. Voilà, ça c'est les choses à se souvenir des câbles. Et il y en avait un autre. Bah, qu'est-ce que t'as noté? Redis-moi ce que J'ai t'as. j'ai noté le câble, la catégorie de câble et l'Ethernet, mais il y en avait un. RJ Je t'écoute. 45. RJ45, c'est ça. RJ45, c'est le nom du Merci. connecteur. Et c'est bien Et- ce que je disais. Aussi, la longueur, Ouais. 100 mètres maximum. Voilà. Ça, c'est les données à connaître sur le câblage. Bon, évidemment, perturbation électromagnétique, bon, ça c'est en plus, hein, essayez de séparer les deux, mais bon, vous avez compris l'idée. Il n'y a pas grand-chose à savoir sur les câbles. J'avais bien raison. France Info, la Russie accusée d'endommager des câbles sous-marins. Câbles sous-marins, la flotte fantôme russe suspectée d'avoir fait des incidents récents sur les câbles sous-marins. J'ai bien dit. Alors attends. L'information, c'est la flotte fantôme. Ouais, ils ont, en fait, parce qu'apparemment, il était pas en fait signalé, le bateau. Il n'était pas censé se trouver là où il était. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça la flotte fantôme. Mais il y a bien eu quelque chose là-dessus. Bref, je suis pas complètement parano. Continuons. Je n'ai pas dit que tu étais parano, mais bon. À qui profite le crime? Bah, bien sûr.
Ça profiterait aux Russes de couper les câbles Alors ça, je sous-marins. pense que ça profiterait aux Russes. hein. Mmh. De toute façon, vu ce qui se profile à l'avenir. Sabotage. Ah bah là, je pense qu'il faut qu'on commence à parler russe. Hein. Non, pas que seulement, mais bon. Juliette Juliette, c'est push B, push B. Pardon Push B. Push B. Dans CS, les Russes à chaque fois. Allez, push B, Ah. push B. Souka, souka. Ah bah je vois que t'as déjà des amis. Très bien. Vous avez des questions? Non, ça va, c'est facile. On fait la pause? Allez. Je peux t'embêter 3 secondes. J'ai toujours cet écran, cette fenêtre noire, tu sais, là où on a mis notre ligne de code. Ouais. Moi, j'ai toujours le même problème. hein. Mhm. Mais sauf que cette fenêtre, en fait, elle me parasite mon écran. Elle s'allume, elle s'éteint. Mhm. Mais en fait, je suis cliqué sur ma page, je suis en train d'écrire et ça me fait sauter mon curseur, en fait. Alors, Il y a un Frédéric système d'adaptation. toi tu l'as pas la fenêtre qui s'affiche et qui s'éteint. Non. Est-ce que vous pourriez comparer tous les deux dans Dis-moi. le planificateur de tâches comment vous avez configuré la tâche? Alors attends. Et donc il faudrait que tu la configures comme Frédéric l'a fait. Ouais, mais en plus, j'ai fait ce qu'il m'a dit hier sur la. Eh ben, il faut vérifier. On l'a enregistré quelque part déjà pour commencer. Bien, il réutilise les gobelets. Vous pouvez amener vos mugs et tout, hein. C'est ce que je vais faire, je pense. Encore mieux. Bon allez, pause. Faut que tu fasses Eh, un c'est clic le droit gros. sur démarrer Il y a ta fille pour qui aller nous dans a la dit gestion bonjour. de Ouais, l'ordinateur. j'ai vu ça. J'espère que tu lui as répondu. Gestion de tâches. Gestion Non, de l'ordinateur. l'ordinateur. On est d'accord. Allez, pause. J'ai un cerveau monotache, je peux faire une chose à la fois. Tu Là, as c'était J'ai un cerveau planification d'homme. des tâches. là, mais